c'est dimanche. C'est dimanche. Alors bon dimanche. C'est là que ça se passe. Tout ça, non, pas grand chose. George Sand. 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 Connaissez-vous Laura, Voyage dans le cristal? Oh non, vous connaissez La Petite Fadette. Pourquoi La Petite Fadette? Ah bah oui, vous savez ce livre qui enchantait tant Marcel Proust dans son enfance. George Sand, vous voyez qui c'est? Ah oui, celle qui écrivait tellement avec Flaubert, ils se rendaient visite l'un l'autre. Et puis une nuit, à Croisset, à 3 h du matin, George Sand, qui avait faim tellement ils avaient discuté qu'il n'arrivait pas à dormir, descend dans la cuisine parce qu'il veut même manger du poulet. Il en restait du poulet froid. Et qu'est-ce qu'il trouve? Le bon Gustave, assis dans la cuisine, en train de manger le reste du poulet froid. Du coup, bon, on continue à parler et c'est bizarre, ces gens comme Balzac, Flaubert, qui sont des hommes comme on fait les hommes. Donc on va te parler de ça un petit peu. Et puis au début, ils sont dans l'air du temps. Mais pour qui elle se prend? Alors c'est compliqué. Prenez Béatrix, ce personnage d'auteur féminin chez Balzac, qui est un des plus troublants, un des plus extrêmes. Ben, à l'époque, il ne connaît pas George Sand, mais c'est ce que bouscule en lui l'existence même et l'écriture de George Sand qui fait exister lui-même, d'ailleurs, Balzac ayant eu comme secrétaire à nommer Jules Sandeau pendant pas mal de temps. Sandeau, bon, George Sand, un écrivain considérable, on est tous d'accord, un écrivain femme décisif dans le 19e siècle français, la preuve elle est en Pléiade. Ah bah non, ah si, il y a Histoire de ma vie, et il y a 2 tomes Pléiade. Il y a sa correspondance, ah non, et celle de Flaubert, celle de Balzac. Il y a ses œuvres principales et ses œuvres diverses. Bah non, quand même, c'est pas... Bon, et on en est là. Alors, George Sand, ben, c'est le bazar. C'est-à-dire que si vous allez à Nohant, et quel enchantement c'est sa maison de Nohant, disons qu'elle est tellement isolée, là, au bord de l'Indre, avec la route qui passe à côté, mais bon, il y a le petit écart suffisant, c'est resté, il y a les meubles et tout, il y a le piano sur lequel jouait Chopin, bon, c'est un émerveillement chaque fois, le jardin est magnifique, c'est magnifiquement entretenu aussi, mais entretenu comme on veut que ce le soit, sans rien, avec sensibilité, je veux juste dire ça. Et puis tout autour, il y a tous les lieux qui viennent travailler dans son œuvre, et puis même s'il y a des gros camions agricoles ou des engins agricoles qui passent, ça le fait quoi, quand vous allez au moulin juste à côté. Faites le crochet, arrêtez-vous. Mais bon, pas trop nombreux, hein, parce que ce qui est bien quand on y va, c'est qu'on est tranquille. Bon, là par exemple, c'est 3 carnets de voyage à Gargilès, La Vallée Noire, Légende rustique. C'était publié par un gars qui s'appelle Christian Pirot, éditeur, hein. C'était à Saint-Cyr-sur-Loire, le même patelin où je suis. Christian, c'était un type vraiment super. Décédé il y a 5 ou 6 ans, donc Maison Christian Pirot et son stock, je ne sais même pas ce que c'est devenu, ni si ces livres sont accessibles. Bon, et puis quand vous allez à Nohant, là vous trouvez, alors ça s'appelle Édition Paléo, la collection de sable, et là il y a à la fois les lettres de George Sand, là j'ai 4, mais il y en a toute une tripotée, donc je crois qu'à part Nohant, il n'y a nulle part où aller faire ces courses de George Sand. On remarque que ça peut être un beau fantasme aussi, c'est-à-dire c'est vous dire t'es écrivain, tu survivras dans une bibliothèque, tu survivras parce que tes livres sont imprimés. Non, les livres de George Sand, c'est fini. Mais simplement dans un lieu précis, là, à ce moment-là, vous pourrez les trouver. C'est une figure un peu de conte fantastique, et il y en a plein d'ailleurs de contes fantastiques regardez le début de Laura, Voyage dans le cristal, c'est extraordinaire. Mais on est dans la chronique du dimanche, et donc on s'attelle à du sérieux. Je voulais vous prendre quelque chose qui s'appelle l'affaire Fanchetta. Alors, il y a longtemps que ce tout petit opuscule, je voulais qu'on se le prenne, parce qu'à partir de là, c'est une espèce de foyer dense entre différentes strates de texte,
non pas fiction, mais dans les trous, dans les échappées, dans les duretés, dans les fissures du réel, là où seul l'outil de littérature permet d'aller trouver la bonne dimension, celle qui fait éclater les vocabulaires officiels, qui fait... Et ça, ces outils de la littérature, c'est malgré tout faire exister du réel avec des phrases. On est dans le littéraire, on est dans un littéraire tout à fait contemporain. Regardez, œuvre complète de George Sand dans cette même collection aux éditions Paléo. L'affaire Fanchette, les amours de l'âge d'or, André, autour de la table, le beau Laurence, les beaux messieurs de Bois Doré, le château de Pictordu, le château des Désertes, les compagnons du Tour de France, la confession d'une jeune fille, Consuelo, conte d'une grand-mère, correspondance avec Flaubert, correspondance avec Musset, les dames vertes, dernier amour, la dernière Aldini, dernière page, le Drac, elle et lui, la filleule, François le Champy, l'homme de neige, Horace, impressions et souvenirs magnifiques, Indiana, Isidora, Jean de la Roche, Jeanne, Laura, voyage dans le cristal, les gens de rustique, Lélia, lettre à Marcy, lettre d'un voyageur, Mademoiselle Laquintini, ma grand-mère, les maîtres mosaïstes, les maîtres sonneurs, malgré tout en un seul mot, la mare au diable, Marianne, ma seule Jeanne, ma sœur Jeanne, ma vie littéraire et intime, beau journal aussi, Métella, Mathéa, le meunier d'Angibault, c'est Angibault, ce moulin juste à côté de Nantes dont je parlais, Monsieur Sylvestre, Montrevêche, Nanon, nouveau conte d'une grand-mère, nouvelle 1831-1853, 22 ans d'écriture de récits brefs, la nuit de Noël, Pauline, le péché de Monsieur Antoine, la petite Fadette, Pierre qui roule, promenade autour Rolling Stone, tiens ça dit ça, promenade autour d'un village, question d'art et de littérature, celui-ci je l'ai à côté, questions politiques et sociales, celui-ci je l'ai à côté, le secrétaire intime, les 7 cordes de la lyre, souvenir de 1848, une femme dans la Révolution, Spiridion, Tamaris, le théâtre de Nantes, le théâtre des marionnettes de Nantes, la tour de Persemont, un hiver à Majorque, une jeunesse romantique, Luscol, Valentine, la vallée noire, Valvèdre, la ville noire, et les voyages en Auvergne, qui terminent par ordre alphabétique, et ça aussi, quel témoignage. Alors, bon, ben, on en est là, avant d'entrer là dans l'affaire Fanchette. C'est comment l'histoire racontée par des hommes et s'exprimant de façon dominante, fait le tri, pose George Sand sur les bords, comme Balzac et Flaubert l'avaient mis sur les bords, mais Balzac et Flaubert, dans le choc, ça s'est renversé, et je crois qu'ils se sont avoués l'un comme l'autre à 2 époques bien sûr différentes, des tout petits garçons à l'aune de cette grande dame. Et ensuite, prenez Pléiade, il y en a 400 je crois. Comptez combien de Pléiades écrits par des femmes, c'est-à-dire qu'on reconduit cette instance de domination, puis on y trouve des arguments. Oh ben non, justement, c'était si dur dans son époque, elle n'a pas pu se faire comme... Mais non, on a à écrire rétrospectivement l'histoire. De la même façon que... Bon, moi c'est pas mon taf, hein, plein de gens sur ce truc-là. C'est la même chose en peinture, l'expo Berthe Morisot à Orsay, il y a quelques mois. On doit refaire l'histoire. Et on a besoin de réécrire rétrospectivement cette histoire pour que la nôtre s'ouvre avec une autre configuration de pièces sur l'échiquier. Et le boulot n'est pas fini. Le boulot a à peine commencé. Et c'est un peu pareil pour le numérique. Quand nous, justement, qu'est-ce qu'on fait ici quand on revient lire et qu'on vient examiner ces conditions éditoriales? Allez. L'affaire Fanchette, on est en 1843, si je ne me trompe pas, en octobre 1843. Voilà l'argument. Fanchette était une jeune fille de 14-15 ans qui avait été retrouvée errante dans les bois de la Châtre. La Châtre, c'est juste à côté de Nantes. Un médecin l'avait conduit à l'hospice des religieuses. Mais considéré comme une charge pour cet hospice et pour l'administration, il fut décidé d'aller perdre l'enfant dans une campagne éloignée. Un conte de Perrault. George Sand mène sa propre enquête, rassemble témoignages, documents pour révéler la vérité. Et c'est là que commence cet assemblage de textes. Alors ce qui est intéressant dans ce tout petit livre, vous voyez, c'est 75 pages,
Mais bon, évidemment, déjà sur les centaines qui allaient voir ma vidéo, il y en a déjà les 2/3 qui disent oh, plus fourchette, on connaît ça par cœur, et oh, ouais, c'est parti. Mais vous êtes peut-être quelques-uns qui allaient rester parce que vous ne connaissez pas cette affaire. C'est-à-dire, y compris ça, c'est-à-dire le fait divers. Bon, une gamine de 14 ans qu'on retrouve errante. Les paysans qui la recueillent la confient aux médecins, l'autorité, mais aussi les moyens de circulation, qui l'emmènent où? À l'hospice, c'est-à-dire la religion. La mission de la religion, elle est là, et c'est une enfant, elle est... Et ça commence comme ça, c'est-à-dire, c'est pas gérable. Qu'est-ce que fait l'hospice? Eh bien, on se débrouille pour la remettre où on l'avait trouvée, errante. Alors, ce qui m'intéresse dans ce petit opuscule, c'est qu'on n'a pas un texte. Et bizarrement, c'est peut-être là aussi où la question de la littérature se pose. Le texte qui ouvre l'opuscule et fait le corpus principal, regardez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pages. Et déjà, moi, rien qu'avec ce que je vous ai raconté, traitez-le en 15 pages. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est pas un texte de George Sand. C'est un texte d'un paysan. Un paysan qui s'appelle Blaise Bonin, qui est laboureur de son état. Un laboureur de son état, à la Châtre, il aligne 15 pages sous forme de lettres à un notable pour lui demander d'intervenir à propos de ce fait divers lamentable. Étrange, non? La présente, mon cher parrain, est pour vous remercier de la vôtre et vous donner des nouvelles de notre santé, tant qu'à nous, nous sommes assez bien. Dieu merci, les fièvres ont épargné notre couvée cette année, malgré la mauvaise qualité du temps d'été, qui faisait trembler le pauvre monde et grouillait d'aise la poche des médecins. Parle bien le laboureur. Les petits-enfants de chez nous ne sont pas pires que les grands et la grand-mère, comme votre commère, comme vous l'appelez, sauf qu'elle entend un peu plus gros que l'an passé, a encore bonne envie de vivre grâce au bon Dieu. La moisson n'a pas été si pire qu'on pouvait le craindre, mais tant qu'à la vendange, il ne faut pas parler de 8 bœufs, ni de 6, ni de 4, ni seulement de 2 pour la rentrée. L'âne à Jarvois amènera le tout dans un panier. L'humilité. Je continue, et on arrive. À l'époque des semences, une jeunesse d'une quinzaine d'années, assez jolie et dans une livrée de misère, s'est trouvée comme tombée d'en haut, au droit du pré Burat, à 2 pas de la ville. Il y avait 3 jours qu'elle vaguait par là, sans que personne pût dire à qui elle était, et sans qu'elle pût le dire elle-même, la pauvre âme. Il paraît que sa mère, qui n'a pas pu lui donner du pain, n'a pas eu non plus le moyen de lui donner une langue pour la demander. Ça résonne à peu près comme ma serpe. Ça n'a pas plus de connaissances qu'un cabri, et c'est muet comme une pierre. Ça entend, mais ça ne peut pas dire un mot. Ça paraît ne pas se rappeler de la veille et ne pas s'inquiéter du lendemain. Enfin, ça n'est bon à rien. Et pour celui qui ne pense qu'à la vie d'aujourd'hui, mieux vaudrait trouver une caille dans son pré qu'une innocente comme celle-là à sa porte. Cependant, ça n'est pas méchant. Une enfant comme ça n'a pas fait de mal, ça n'en pourrait pas faire. Comment ça pourrait-il mériter la mort ? Qu'est-ce qui voudrait se charger de débarrasser la terre de tout ce qu'on y trouve d'inutile? C'est pas moi, j'aurais trop d'ouvrages. Si ça n'a pas mérité la mort, ça a donc droit à la vie. Suivez mon idée. C'est-à-dire, ça a droit à du pain, à des habits, à un couvert, à des soins, à la charité, pour tout dire. Si l'État n'a pas le moyen de recueillir les idiots et les infirmes, il faut donc qu'il nous retombe sur les bras, à nous autres pauvres gens. Car nous ne voulons pas les laisser mourir à notre porte. Il y aurait grand honte à cela. C'est que sans doute il y aurait grand mal, mais nous avons bien de la peine à joindre les 2 bouts quand nous sommes valides, et même le plus grand nombre d'entre nous ne les joignent pas du tout. Quand nous pouvons garder chez nous nos vieux, nos malades, nos infirmes, c'est que nous sommes déjà un peu riches. Et quand nous ne le pouvons pas, voyons, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut devenir? Il y a un gouvernement ou il n'y en a pas? Je veux qu'on me réponde, moi, Blaise Bonin. J'ai le droit de demander le fin mot de la loi, etc. Alors, si bien que j'allais chercher la petite, quand un jeune médecin de l'hospice vint à passer, la trouve au milieu d'une bande d'enfants au faubourg qui jouaient avec elle comme avec une guenille, et la tiraillait vivement pour la faire parler, à quoi la pauvrette ne savait que pleurer, marmotter des quarts de mots que personne ne pouvait comprendre plus que paroles de brebis. Ce digne jeune homme s'informe et l'emmène à l'hospice. Vous croyez qu'on l'accueille, qu'on la soulage, qu'on la console? Point. Un enfant perdu, c'est pourtant quelque chose.
Et m'est avis que si je n'avais chose à faire en ce monde que de prier Dieu et de servir les pauvres, je recevrais en bonne part ce que Dieu m'enverrait. Pas moins. On refuse l'enfant. Il est trop bête. Il est trop abandonné. Il faudrait en avoir trop de soin. Ça ne nous regarde pas. Nous ne nous mêlons pas des idiots. Nous ne recevons pas les vagabonds. Oui, da, prenez-vous un hôpital pour une maison de fous ou pour un dépôt de mendicité. Vous nous la baillez belle. Le médecin insiste. Il donne un certificat de maladie à l'enfant et voilà Fanchette, parce qu'on lui a donné ce nom-là, reçu à l'hôpital, malgré tout le monde. Elle s'y plaisait fort, elle s'y occupait autant que son pauvre esprit le lui permettait. Elle était douce et se trouvait heureuse de jouer avec les autres petites filles que les religieuses instruisent. Ces enfants-là l'aimaient et ne la tourmentaient pas. Quand on lui mettait un petit béguin plissé, elle se croyait aussi parée qu'une reine. Et quand on la menait à la messe, elle ouvrait de grands yeux et trouvait cela si beau qu'elle n'eût jamais voulu en voir la fin. Je ne sais pas s'il y a un règlement qui défendait à l'hospice de garder cette pauvre créature du bon Dieu. Mais quand même, ça aurait été un abus de la garder. M'est avis qu'il y a tant d'autres abus plus mauvais dans ce monde, et peut-être même dans l'hôpital. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne voulait pas l'y garder. Bon, alors, pareil, je ne vais pas tout lire. Pourtant, ce serait un plaisir. Alors, Blaise Bonin, laboureur, adjoint à Montgivray, près de la Châtre, Inde. Voilà les 15 pages. Deuxième texte, rassemblé dans l'opuscule, communication de Georges Sand, au rédacteur en chef de la revue indépendante, parce que c'est cette revue indépendante qui a accepté de publier le texte de Blaise Bonin. Vous avez vu la langue. Chargé par mon voisin Blaise de faire passer cette lettre à son parrain Claude et prié par lui d'en corriger les fautes d'orthographe. Rappelez-vous les lettres que Sand et Flaubert écrivent justement en écriture sans orthographe, sans syntaxe, comme ils s'amusent, le Gustave, la Georges. J'ai pensé, mon cher monsieur, que l'histoire révoltante et douloureuse dont elle contient le récit ingénu ne devait pas rester enfouie dans la correspondance de ces deux campagnards illettrés, et à coup sûr fort mal placé pour lui donner la publicité qu'elle réclame. Frappé de cette anecdote à peine croyable, j'ai voulu aller aux preuves et j'ai acquis la certitude qu'elle était si exactement vraie que je pouvais m'en faire l'éditeur responsable. C'est-à-dire qu'une fois vérifiée l'histoire, elle s'en fait l'éditeur responsable. Ça veut dire que ce n'est pas simplement les fautes d'orthographe, mais qu'elle dit très clairement que c'est elle qui rédige le texte signé Bonin. C'est-à-dire que l'histoire du laboureur Blaise Bonin, nonobstant adjoint au maire de son hameau, c'est elle, Georges Sand, qui en tant qu'éditeur lui donne sa forme pour sa circulation et qu'il soit reçu. Et ce qu'elle dit, c'est à coup sûr fort mal placé pour lui donner la publicité qu'elle réclame. C'est-à-dire que faire que ce récit soit tenu par les protagonistes eux-mêmes, c'est-à-dire le laboureur et le médecin qui emmène l'enfant à l'hospice, ça fait partie de l'autorité du texte. Et là, ce qui est le fait littéraire, c'est pas Jory Wright, l'histoire que produit avec naïveté le laboureur, c'est dire j'écris le récit que tient le locuteur impliqué dans les faits, qu'est Blaise Bonin, laboureur de son état. Et à partir de ce texte-là, moi, j'assume quoi? J'assume l'autorité politique. C'est-à-dire, pourquoi je l'ai publié et pourquoi cette chose-là, en quoi elle m'interpelle. Je suis tellement en dehors des partis. Les conservateurs et les fonctionnaires de ma province me sont tellement inconnus. Je suis si étranger, en un mot, au masculin, à toute amertume, à toute discussion, à tout ressentiment, que s'il me fallait citer les noms des coupables, je serais forcé de les prendre par écrit. Je ne les connaissais pas, je ne les connais pas, ou je les ai oubliés. Dans cette position, j'ai assumé sans scrupule, sur moi seul, le devoir de révéler de nouveau à l'opinion publique les faits inouïs dont témoigne un procès-verbal d'enquête dressé par le commissaire de police et déposé à la mairie de la ville. 3 mois se sont écoulés sans que le procureur du roi ait encore voulu donner suite à cette enquête et le sous-préfet est resté jusqu'à présent impassible devant des faits dont le contrôle cependant lui appartient aussi. C'est-à-dire que non seulement dans les textes, donc là c'est lettre de Blaise Bonin, mais que Georges Sand affirme avoir repris pour la publier, la faire circuler
dans cette forme qui rend compte avec la phrase de ce que le laboureur ne peut pas, c'est-à-dire ce qu'il éprouve, ce qu'il dit oralement, mais où c'est le travail de la prose de l'affirmer, mais que il y a d'autres textes, par exemple, justement, le procès-verbal d'enquête, les procès-verbal attestant de la remise à l'hospice, et ça, on n'est pas dans de la littérature. On est des textes qui ont statut d'autorité parce que déposés dans ces lieux d'archives auprès du procureur ou simplement à la mairie de la ville par les gendarmes, etc. Et ça, ces textes-là font aussi partie du dispositif. Or, aujourd'hui, on est à pas loin de 180 ans enfin, de ce truc-là, mais je pense que si je prenais là, dans tous les livres des rayons, le nombre de livres qui travaillent avec ces dispositifs d'enquête, avec ces différentes strates, qui convoquent à l'intérieur d'eux-mêmes ces niveaux d'énonciation du réel, on est parfaitement dans ce qui est notre vocabulaire aujourd'hui. Simplement, là où nous, on considère que ça, c'est notre expression littéraire, et depuis Baye, bien, ce qui l'a fondé dans l'histoire, bien, tout simplement, l'histoire l'a éliminé, puisque à l'époque, ce n'était pas une forme considérée comme littéraire ou dominante. Bon, si vous allez plus loin, il y a ça aussi dans Saint-Simon, avec toutes ces arbres généalogiques, avec ces discours à la chambre, avec ces trucs. Mais bon, je développe pas. Mais le fait que c'est-à-dire que l'ensemble se présente comme dossier, et que dans ce dossier, il y a un texte où il y a les formes et les outils de la littérature, mais qui n'est pas affirmé comme George Sand. Si je suis écrivain et que je vous raconte l'histoire, j'ai pas l'autorité de celui qui en était l'acteur et le locuteur impliqué. Par contre, lui ne dispose pas de l'écriture. Et donc, à partir de ça, lui, il n'est pas entendu, il n'est pas écouté. Ce qu'on a dit, les requêtes qu'on a faites ont été balancées. Donc, moi, à ce moment-là, j'en suis l'éditeur responsable. Mais après, il y a l'adresse, c'est-à-dire le contenu politique. Là, lui, il ne peut pas l'exprimer, le laboureur. Donc, c'est moi, George Sand, au masculin, qui affirme. Avant-hier, une lettre de la mairie de Riom, Cantal, a donné avis à la mairie de la Châtre de la réapparition de la pauvre Fanchette sur la scène sociale. Elle a été reconnue sur son signalement et arrêtée au milieu d'une troupe de bateleurs ambulants, dont elle avait l'honneur de faire partie. On la renvoie à l'hospice de la Châtre, de brigade en brigade, c'est-à-dire de prison en prison. Sur quelle litière et dans quelle compagnie, hélas? N'y a-t-il pas des destinées qui serrent le cœur? Et l'auteur ingénieux et généreux des Mystères de Paris a-t-il exagéré l'horreur des misères et des humiliations du pauvre et des déshérités? Dans quel état de souillure et d'abjection l'infortunée Fanchette va-t-elle être ramenée chez les sœurs de l'hôpital? Dira-t-on que chacun doit se garder soi-même et que la société n'a point de devoirs à remplir envers ceux qui ne comprennent pas la notion du devoir? Il n'est pas une mère, dans ces heureuses classes où l'honneur est si précieusement gardé et la pudeur si tendrement protégée, qui ne sente son cœur ému de douleur et d'indignation à l'idée des misères de Fanchette. Alors, là encore, c'est une autre interrogation. Quand on est dans une énonciation qui est ici directement politique, est-ce qu'on est encore dans le fait littéraire? Alors, évidemment, nous, on ne se pose pas la question, on dit oui. Alors la question du dossier, c'est-à-dire même les enquêtes, les procès-verbaux, ces deux instances, Blaise Bonin, puis la lettre de George Sand qui accompagne, et qui ne s'adresse pas au procureur, qui s'adresse au lieu de l'information, c'est-à-dire la revue. L'affaire, la circulation de l'imprimé ayant valeur politique contre le pouvoir qui, lui, n'écoute pas. Ça provoque une réaction qui n'est pas Abel Bonin, qui est une réaction, lettre de monsieur le procureur du roi de la Châtre au directeur de la revue indépendante, c'est-à-dire qu'on s'adresse au directeur de la revue, à qui s'adressait George Sand, mais c'est bien George Sand qui est pris à partie et visé. Monsieur la Châtre, 9 novembre 1845, monsieur le directeur, vous avez dans un des derniers numéros de votre journal inséré un article signé George Sand en italique, dans lequel l'auteur s'empare d'un fait déplorable sans doute, mais qui est loin cependant d'avoir la gravité qu'il lui attribue, pour en faire l'objet de reproches injustes contre plusieurs fonctionnaires de cette ville. Voici au surplus l'événement, si étrangement rapporté par cet écrivain. Il importe tout d'abord, cet écrivain, on a oublié Blaise Bonin, il importe tout d'abord de lui restituer son véritable caractère. Dans le cours du mois de juillet, une jeune fille presque idiote,
statut de l'idiotie, ça a pris aussi ça fait du chemin aussi depuis 150 ans, qui avait été précédemment reçue à l'hospice de la Châtre, auquel elle avait alors cessé d'appartenir et où elle était cependant revenue, disparue subitement. La sœur supérieure, non en vue de faire perdre cette malheureuse, comme on l'a dit, mais au contraire, dans l'espoir, en la renvoyant au lieu d'où elle paraissait être venue. Tu es surgi de rien, nous te redonnons au rien. Pensez aussi au Gaspar Hauser en Allemagne et à tout ce qui s'est joué littérairement si longtemps autour du Gaspar Hauser. Celui qui n'a pas eu une éducation humaine et qui met en cause ça dans la dispute de Marivaux. C'est-à-dire qu'il y a une fantasmatique là qui dépasse de très très loin l'instance du fait divers. La dispute de Marivaux, ou je ne sais plus les murs, je ne sais plus quoi, et puis la dispute ou les murs de Marivaux, peu importe. Mais en tout cas, le Gaspar Hauser, on est complètement simultané de cette histoire-là. La sœur supérieure, non en vue de faire perdre cette malheureuse, comme on l'a dit, mais au contraire, dans l'espoir, en la renvoyant au lieu d'où elle paraissait être venue. T'es venu par la Libye, repars par la Libye. De lui faire retrouver sa famille, l'avait fait transférer par la voiture publique aux environs d'Aubusson, et là, elle avait été déposée et recueillie dans une maison voisine. Après y avoir résidé pendant plusieurs jours, cette jeune fille s'enfuit et parvint à se soustraire pendant quelque temps à toutes les recherches de l'autorité locale. Tels sont dans toute leur simplicité les faits, et les réflexions qu'ils suggèrent à l'auteur de l'article ne sont ni justes ni fondées. Les démarches les plus actives ont été faites par le parquet de la Châtre pour retrouver la jeune fille et pour faire punir les coupables, si coupables il y avait. La rhétorique de Puissant. Il n'y a rien de... Recevez, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Le procureur du roi de la Châtre, Rochou, R-O-C-H-O-U-X. Et réponse de George Sand à monsieur le procureur du roi de la Châtre. Vous avez tort, grandement tort, monsieur, de vouloir assumer sur vous en particulier un reproche qui ne pesait sur vous que collectivement, et dont certes vous ne portiez pas la plus grosse part. Mon Dieu, que faites-vous là? Vous faites un appel à ma conscience, et vous mettez à nu le fond de la vôtre, et vous me forcez d'y plonger un regard sévère, moi qui eusse voulu n'y supposer que des torts, sinon pardonnables, du moins réparables. Oubli, nonchalance, légèreté de jeunesse, préoccupation. Au lieu de cela, vous dirais-je ce que je pourrais y voir maintenant, si je ne cherchais à vous excuser, et s'il ne me peinait pas profondément de condamner un jeune magistrat et un compatriote. Vous voilà descendu sur une arène où je ne vous vois pas sans chagrin faire vos premières armes pour une si triste cause. Vous provoquez de nouvelles explications devant le public. Vous m'appelez en chanclos par un démenti que je ne puis accepter. Non qu'il m'atteigne, non qu'il me blesse, mais parce que l'on ne peut reculer quand on est mis sur la trace de la vérité. Il y a eu, de la part des autorités de la Châtre, menace de poursuite contre l'auteur de Fanchette. L'auteur de Fanchette, Blaise Bonin, n'a rien à redouter d'un tribunal qui serait juge et partie. Il sait si bien que ces menaces sont d'amicales tentatives d'intimidation qu'on rougirait trop d'exécuter, et qu'en le faisant, on provoquerait des éclaircissements qui donneraient trop d'éclat et de force à la vérité de ces assertions, à la réalité scrupuleuse du roman de Fanchette. Ainsi donc, monsieur, je ne regarderai pas votre lettre à la revue indépendante comme un piège tendu à ma bonne foi, etc. Vous commencez par avouer que le fait dont je me suis emparé est déplorable, sans doute. Non, je ne me suis pas emparé du fait. C'est le fait qui s'est emparé de moi, qui m'a bouleversé le cœur et l'esprit. Comme le même fait s'empare de vous et vous force à qualifier tout d'abord de déplorable. Je n'ai pas besoin, moi, de faire ici appel à votre conscience. Je vois bien qu'elle est émue, bourrelée, que le premier mot qui s'échappe de votre plume proteste naïvement contre tout ce qui va suivre. Je ne doute pas de vous en ceci, j'aime à vous rendre justice. Vous prétendez que j'ai rapporté étrangement un événement auquel vous faites fort de restituer son véritable caractère. Eh bien, je vais reprendre mon récit, le résumer, le mettre en regard du vôtre, et vous verrez que votre apologie des coupables est la confirmation même de mon accusation. J'ai dit qu'une jeune fille idiote, vous dites presque idiote, je dis tout à fait idiote, idiote au point de ne pas savoir parler, bien qu'elle ne soit ni sourde ni muette, ni d'où elle vient, ni ce qu'elle veut,
Il ne faut pas être idiot à demi pour être privé de la notion de son être, de l'appréciation de son individualité. Mais passons. Si j'eusse voulu faire un roman, que vous me le reprochez sans malice, je suppose, vous savez bien que c'est mon métier, nul ne rougit du sien, j'eusse peint Fanchette moins idiote qu'elle ne l'est. En effet, cela l'eût fait plus intéressante. Cela l'eût faite plus intéressante pour mes lecteurs. Voilà une belle héroïne de roman que la pauvre Fanchette, avec sa bouche béante, ses yeux hagards. Ce serait d'une pauvre invention. La tout à fait idiote Fanchette, trouvée au pré Burat, comme je l'ai dit, amenée à l'hospice par le docteur Bourseau et acceptée sur un billet d'entrée de ce médecin, enfin placée chez la mère Thomas par la femme Landa qui fait profession de caser les enfants trouvés et abandonnés, les champis, comme nous disons dans notre vieux langage. Fanchette, revenant à l'hôpital par suite de son idiotisme qui l'empêchait de comprendre le dégoût qu'il y inspirait, disparut un beau matin sans être muni de l'exéate du médecin attaché à l'hospice, M. Bourseau, formalité exigible et dont on sut fort bien se passer. Voilà ma version, moins prolixe que moi, car vous avez l'honneur de n'être pas écrivain de profession. Vous dites simplement que Fanchette, ayant cessé de faire partie de l'hôpital et y étant revenu, disparut subitement. Disparaître subitement, ce n'est pas s'en aller naturellement, ce n'est pas être transféré régulièrement dans un nouvel asile, ce n'est pas se retirer en règle muni de l'exéate du médecin, de la sanction des administrateurs, de l'ordre de monsieur le préfet. Enfin, disparaître subitement, c'est s'enfuir, se suicider, être enlevé, assassiné. Si monsieur le procureur de Rouen, monsieur le sous-préfet, monsieur le curé venaient à disparaître subitement, il y aurait un peu plus d'émoi dans la ville, et pour cause. Ça continue, ça continue. L'enquête du commissaire de police, etc. Car l'enquête datée du 31 juillet porte par 3 fois pour date de l'événement il y a environ 1 mois. Vous dites que cela se passa dans le courant du mois. Nous sommes à peu près d'accord sur les dates. Le tribunal, etc. Je reprends mon enchette tirée du roman de monsieur le commissaire de police, de la déposition éminemment romanesque de Thomas Desrois, le conducteur de diligence. Blaise Bonin a écrit Patache par vieille habitude et des réponses des 2 femmes. Et ça continue, et ça continue, ça continue. Avec le dossier, l'enquête du commissaire. Bon, après, moi, c'est pas mon boulot. Je dis que ceci existe, ça vous intéresse, vous allez voir. C'est pas si difficile. De toute façon, en plus, c'est dans le domaine public. Ça se trouve, tout est accessible sur Gallica. Il y a un passage très formidable sur la question du traitement de la folie et de la pauvreté. Ainsi, Fanchette ne pouvait pas, comme un bandit, comme un force à évader, se soustraire aux recherches de l'autorité. Elle ne connaît point d'autorité. Elle ne connaît que la grande route. Elle n'a pu la suivre. Elle n'a pu que la suivre au hasard, espérant revenir à la Châtre. Elle a rencontré des bohémiens, ils l'ont emmenée, de gré ou de force, qui peut savoir. On l'a retrouvée 6 semaines après, parmi des battleurs, à Rion. Vous dites qu'elle se livrait à la mendicité. C'est possible, mais avec qui? Vous ne le dites pas, et pourtant, vous devez le savoir. Vous le savez. Cela a apparu à quelques personnes d'ici, une invention romanesque, une opposition ingénieuse. C'est-à-dire, qui est dépositaire du roman? L'écrivain ou le procureur? Puisque de toute façon, l'inconnu, c'est la réalité. Et que ce qui est en cause, c'est pas seulement la réalité, c'est le traitement qu'une société utilise là, dans son point le plus faible. Ensuite, il y a copie de la lettre adressée à Georges Sand par M. Delaveau, maire de la Châtre, copie de la lettre adressée par M. Bourseau, médecin de l'hospice, appendice, correspondance de Georges Sand à M. Charles Duvernay à la Châtre, à Maurice Sand à Paris. Dites-moi si Chopin n'est pas malade, ces lettres sont courtes et tristes. Soigne-le, s'il est plus souffrant, remplace-moi un peu. Lui me remplacerait avec tant de zèle auprès de toi. Si tu étais malade, bonsoir, cher enfant, écris-moi. Il y a un petit point noir. Cette édition, alors, je vous ai dit tout le respect que j'avais pour cet éditeur qui je pense que commercialement ça ne doit pas être très simple, a tenu à faire que l'œuvre de Georges Sand existe. Le livre Édition Paléo, juin 2010. C'est fait par une dame qui s'appelle Nathalie Desgrugier-Billard, pour animer des meilleures intentions. Mais il y a un truc très étrange quand elle ouvre les appendices et elle reprend le discours dominant. C'est-à-dire que même là où ça devrait faire honneur à Georges Sand, on se reprend les pieds dans la semoule, quoi. Cette affaire est pour elle un prétexte pour faire se lever les foules. Elle assure en effet dans sa lettre à Duvernay qu'il serait bon que le monde ouvrier, le monde artisanal se réveille et se révolte. Elle a fait éclater ce scandale pour les éduquer. On sent bien poindre derrière ses propos un peu de mépris envers les petits, les jugeant encore indignes de grandes luttes politiques. Non mais, elle l'a lu le texte qu'elle imprime?
Elle essaye tout de même d'agir en proposant de placer Fanchette chez une femme de sa connaissance. Cependant, elle refuse de prendre ça à son compte, préférant que le sauvetage de Fanchette soit le fait d'une volonté populaire et non pas de la charité d'une seule personne. On reproche à George Sand que cette errante, cette gamine, on lui a pas donné une chambre. Ah non. Alors bon, j'aurais vraiment... Tenez, ben je vais le faire. Oh non. Je garde le livre en l'état. Mais à cette occasion, elle explique avec quelle rigueur ont été rédigées les attaques contre le procureur du roi afin que George Sand soit elle-même inattaquable en justice. C'est-à-dire que même là, dans le livre qui, pour nous, fait lien avec... un fait divers, quelque chose de si important parce qu'il est si chargé de fantasmes, un ensemble qui est pour nous aussi, j'allais dire, sismique, point d'intensité, parce que la question du traitement du fait divers en rapport à la presse, en rapport à la justice, en rapport à non pas la richesse et la pauvreté, mais l'éducation, ou simplement accepter celle ou celui qui n'a pas parole, ne sait même pas se nommer elle-même ou lui-même. Ces choses-là, c'est un fantasme extrêmement lourd de notre origine, de notre condition. Et le traitement, là, en plusieurs strates, avec l'enquête, les documents, l'intervention politique, et puis ce texte qui n'est pas une fiction, mais qu'ensuite on qualifie de roman, parce que c'est l'histoire racontée par un locuteur lui-même impliqué dans le fait, mais qui évidemment n'aurait jamais pu écrire cela de lui-même. C'est-à-dire, c'est l'identité de l'auteur, mais on reproche à ce texte d'être écrit par un auteur qui lui-même est une identité factice. Non, c'est un nom masculin choisi par une femme de lettres, pas n'importe laquelle. Et ben, même là, quand on le publie, on se donne le droit de mettre en préface un torchon disant que méprise les petits et puis que son implication ne va pas jusque que, à la limite, on ne porte pas les choses sur la place publique. On prend la gamine et on la traite comme une boniche de plus à l'intérieur de Nohant, où les domestiques font partie de la collectivité comme rarement ailleurs. Et puis que finalement on dit elle faisait bien attention à ce que monsieur le procureur du roi ne puisse pas la mettre en prison. Alors voilà, je laisse tout ça dans ces contradictions. Si vous avez partagé avec moi un peu de cette gamine qu'on a appelée Fanchette, merci et à dimanche prochain. Waouh, vous savez, quand je fais ces trucs là, moi après je suis nasbroquin. Bon.